Je n'aurais jamais pensé qu'un simple cri étouffé changerait ma vie à jamais. Mais ce soir, du 15 décembre 2023, alors que je terminais ma ronde de nuit au Plaza Athénée, j'ai entendu ce son venu de la suite 614. Un gémissement bref, presque inhumain, qui s'est gravé dans ma mémoire comme une cicatrice invisible. Mon nom est Marcel Dubois, et pendant 15 ans, j'ai été le concierge de nuit de cet hôtel où séjournent les plus fortunés de ce monde, gardiens silencieux de leurs secrets les plus sombres. Cette nuit-là, j'aurais dû faire comme d'habitude. Fermer les yeux, continuer ma ronde, oublier ce que j'avais entendu. Mais Isabelle de Montclair n'était pas une cliente comme les autres. Cette héritière de 42 ans, au regard d'un bleu glacier et aux mains toujours tremblantes, m'avait confié 3 jours plus tôt qu'elle craignait pour sa vie, me glissant discrètement une enveloppe en murmurant « Si quelque chose m'arrive, Marcel, promettez-moi de la remettre à la police. » Le lendemain matin, quand j'ai frappé à sa porte pour le service du petit déjeuner, le silence qui m'a répondu était différent du silence habituel. C'était un vide oppressant, comme si la chambre elle-même retenait son souffle. Sa Bentley était toujours garée devant l'hôtel. Ses bijoux Cartier brillaient encore sur la coiffeuse, mais Isabelle avait disparu sans laisser la moindre trace. Aujourd'hui, 6 mois après cette nuit maudite, je brise enfin mon silence pour vous raconter la véritable histoire de la disparition d'Isabelle de Montclair. Une histoire que certaines des plus hautes personnalités de France préféreraient voir enterrées à jamais avec elle. Permettez-moi de me présenter plus en détail. Marcel Dubois, 63 ans, fils d'ouvrier devenu gardien des secrets de l'élite parisienne. Pendant 15 années, j'ai côtoyé ministres, magnates du pétrole, héritières milliardaires et princes européens dans les couloirs feutrés du Plaza Athénée. Mon métier m'a appris une chose essentielle. Derrière chaque fortune colossale se cache toujours un secret capable de tout détruire. Isabelle de Montclair incarnait parfaitement cette règle, héritière unique des laboratoires pharmaceutiques. Montclair, elle possédait une fortune estimée à 2,3 milliards d'euros, 3 châteaux en France, un penthouse à Monaco et une collection d'art impressionniste évaluée à 400 millions d'euros. Pourtant, chaque fois qu'elle descendait dans notre hall d'accueil, je lisais dans ses yeux une terreur que tout son argent ne parvenait pas à masquer. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui n'apparaîtra jamais dans les journaux officiels. Trop de personnalités influentes ont intérêt à maintenir le silence. Mais moi, simple concierge qui ai passé ma vie dans l'ombre, j'ai décidé de témoigner. Car Isabelle méritait mieux qu'un silence complice, mieux qu'un oubli orchestré par ceux-là même qui l'ont peut-être fait disparaître. Cette histoire commence 3 semaines avant sa disparition, quand elle est arrivée à l'hôtel avec ce regard hanté que je ne lui connaissais pas, traînant derrière elle un parfum de peur et de désespoir qui imprégnait l'air comme un présage funeste. Le 25 novembre 2023, Isabelle de Montclair est arrivée au Plaza Athénée dans un état que je n'avais jamais vu chez elle auparavant. Ses mains tremblaient si fort qu'elle n'arrivait pas à signer le registre. Et quand je lui ai proposé mon aide, elle a sursauté comme si ma voix était un coup de feu dans le silence. « Marcel », m'a-t-elle dit en se penchant vers moi. Sa voix n'était plus qu'un murmure rauque. « J'ai besoin que vous compreniez quelque chose d'important. Si quelqu'un vient me chercher, vous ne m'avez jamais vu. Promettez-moi cela. » Ses yeux bleus, habituellement si froids et calculateurs, brillaient de larmes retenues. Les jours suivants, son comportement est devenu de plus en plus erratique. Elle ne quittait plus sa suite, faisait livrer tous ses repas, et j'ai remarqué qu'elle avait fait installer des verrous supplémentaires sur sa porte. Quelque chose d'absolument inédit dans notre établissement de standing. Le 3 décembre, elle a reçu un visiteur mystérieux, un homme élégant d'environ 50 ans, aux cheveux argentés et au regard dur, que j'ai reconnu grâce au magazine People. Alexandre Vernet, ministre de l'économie et ancien amant d'Isabelle, selon les rumeurs qui circulaient dans le tout Paris. Leur entrevue n'a duré que 20 minutes, mais quand il est reparti, j'ai entendu claquer la porte de la suite 614 avec une violence inhabituelle. Et les cris étouffés d'Isabelle ont résonné dans le couloir pendant plusieurs minutes, des sanglots de rage mêlés à des mots que je n'arrivais pas à distinguer. Le 8 décembre, elle a commencé à recevoir des appels téléphoniques incessants. Je le savais parce que le standard de l'hôtel filtrait ses communications, et notre réceptionniste de jour m'avait confié qu'elle refusait de parler à quiconque, demandant systématiquement qu'on prétende qu'elle n'était pas là. Le 12 décembre, 3 jours avant sa disparition, elle m'a fait appeler dans sa suite sous prétexte d'un problème avec le coffre-fort. Mais quand je suis arrivé, elle m'a tendu cette fameuse enveloppe scellée en me regardant droit dans les yeux. « Marcel, je vais peut-être mourir bientôt. Si cela arrive, cette lettre expliquera pourquoi. » J'ai voulu protester, lui dire que ses craintes étaient exagérées, mais elle a secoué la tête avec une détermination qui m'a glacé le sang. « Vous ne comprenez pas les enjeux, Marcel. Je détiens des informations qui pourraient faire tomber des gouvernements entiers. Ils ne me laisseront jamais témoigner.
Le 14 décembre, la veille de sa disparition, elle n'a pas quitté sa chambre de la journée. J'ai frappé à sa porte vers 15h pour m'assurer que tout allait bien, et elle m'a répondu d'une voix brisée « Merci Marcel, vous avez été le seul à me traiter avec humanité dans ce monde de prédateurs. » Cette nuit-là, vers 23h, j'ai croisé dans le hall un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Grand, les cheveux bruns, une cicatrice sur la joue gauche, vêtu d'un costume sombre, qui semblait coûter plus que mon salaire annuel. Il m'a demandé le numéro de la suite de Madame de Montclair, avec un accent que je n'arrivais pas à identifier, et quelque chose dans son regard m'a poussé à lui mentir, prétendant qu'elle était repartie le matin même. Pour comprendre ce qui est arrivé à Isabelle cette nuit-là, il faut que je vous révèle les secrets qu'elle portait. Des secrets si explosifs qu'ils auraient pu faire trembler les fondations même de la République française, si elle avait vécu assez longtemps pour les révéler au grand jour. 3 ans avant sa disparition, Isabelle avait découvert que les laboratoires Montclair, l'empire pharmaceutique hérité de son père, servaient de façade à un réseau international de blanchiment d'argent, impliquant des ministres français, des oligarques russes et des cartels sud-américains. Une découverte qu'il avait menée au bord de la dépression nerveuse. Son ex-mari, le baron Édouard de Malherbe, m'avait confié lors d'un dîner à l'hôtel en septembre 2023 qu'Isabelle était devenue dangereusement instable depuis qu'elle avait commencé à fouiller dans les comptes de l'entreprise familiale, obsédée par l'idée de nettoyer l'héritage souillé de son père. Mais le secret le plus dangereux qu'elle détenait concernait sa liaison passionnée avec Alexandre Vernet, qui avait duré 3 ans entre 2019 et 2022. Une relation qui avait commencé quand il était encore directeur du Trésor public et qu'elle cherchait des autorisations pour exporter ses médicaments vers l'Afrique. Selon les confidences qu'elle m'avait faites lors de nos conversations nocturnes, Vernet lui avait fait obtenir des contrats gouvernementaux d'une valeur de 800 millions d'euros en échange de ses faveurs, mais aussi de prêts secrets qui avaient financé sa campagne pour accéder au ministère de l'économie. L'enveloppe qu'elle m'avait confiée contenait, je l'ai appris plus tard, des photos compromettantes de Vernet, des enregistrements de leurs conversations intimes où il évoquait ses magouilles financières et surtout les coordonnées bancaires des comptes secrets qu'il possédait aux îles Caïmans. Mais Isabelle ne s'était pas contentée de collectionner des preuves contre son ancien amant. Elle avait également découvert que sa propre famille était impliquée dans un scandale qui remontait à la Seconde Guerre mondiale, quand son grand-père avait collaboré avec les nazis pour développer des armes chimiques. Le 20 novembre 2023, 5 jours avant son arrivée à l'hôtel, elle avait reçu la visite d'un historien allemand, Herr Professor Klaus Zimmermann, qui lui avait apporté des documents prouvant que la fortune des Montclair provenait de la spoliation de familles juives déportées, une révélation qui l'avait anéantie. C'est pourquoi elle avait pris la décision de tout révéler publiquement, de détruire sa propre famille et sa propre fortune pour réparer les crimes du passé. Une décision qui signait son arrêt de mort, car trop d'intérêts puissants dépendaient de son silence. Le soir du 10 décembre, elle avait appelé le rédacteur en chef du Figaro, Jean-Claude Bernatchez, pour lui proposer une interview exclusive où elle comptait vider son sac sur toutes ses affaires, un appel qui avait été intercepté par les services secrets français, comme je l'ai appris bien plus tard. Ce que j'ai découvert au fil de mon enquête personnelle, c'est qu'Isabelle de Montclair était devenue une menace existentielle pour un cercle très fermé de personnalités qui dirigeaient la France depuis l'ombre. Un groupe que les initiés appelaient le Consortium, réunissant politiques, industriels et services secrets. Alexandre Vernet n'était que la partie visible de cet iceberg. Derrière lui se cachait le président du groupe Lagardère, Michel-Henri Dubois, aucun lien de parenté avec moi, le directeur général de la DGSE, colonel François Morin, et même, selon certaines rumeurs, l'épouse du président de la République. Leur mode opératoire était simple, utiliser les laboratoires Montclair comme plaque tournante pour blanchir l'argent des ventes d'armes françaises vers l'Afrique, en passant par des contrats pharmaceutiques fictifs qui permettaient de justifier des transferts de fonds colossaux vers des comptes offshore. Le père d'Isabelle, feu Henri de Montclair, avait été leur complice pendant 40 ans. C'est lui qui avait créé ce système dans les années 1980, quand la France vendait secrètement des armes à l'Irak de Saddam Hussein, tout en prétendant respecter l'embargo international. Quand Isabelle avait hérité de l'empire familial en 2020, elle n'avait d'abord rien soupçonné, mais en 2022, quand elle avait voulu moderniser la comptabilité de l'entreprise et faire appel à un cabinet d'audit international, elle était tombée sur des anomalies comptables qui l'avaient menée sur la piste de ce réseau criminel. Le consortium avait d'abord tenté de l'acheter. Vernet lui avait proposé de devenir ministre de la Santé en échange de son silence, une offre qu'elle avait refusée avec mépris, ce qui avait signé le début de son calvaire. Ensuite, ils avaient essayé l'intimidation, cambriolage de ses propriétés, accident suspect de ses proches collaborateurs, campagne de diffamation dans la presse People qui la présentait comme une héritière déséquilibrée et dépressive. Le colonel Morin avait même fait placer des micros dans tous ses domiciles et véhicules.
espérant recueillir des informations compromettantes qu'il pourrait utiliser contre elle. Mais Isabelle, formée dans les meilleures écoles de commerce, était bien trop intelligente pour tomber dans ces pièges grossiers. C'est quand elle avait commencé à contacter des journalistes d'investigation internationaux, notamment David Walsh du Sunday Times et Maria Santos du Washington Post, que le consortium avait compris qu'elle ne céderait jamais et qu'il fallait passer à l'étape suivante. Le 13 décembre 2023, 2 jours avant sa disparition, une réunion d'urgence s'était tenue dans un salon privé du Ritz, réunissant Vernet, Dubois et Morin. Une réunion dont j'ai eu connaissance grâce à un serveur qui travaillait occasionnellement au Plaza Athénée et qui avait reconnu ses visages dans les journaux. Le lendemain de la disparition d'Isabelle, quand j'ai remis l'enveloppe qu'elle m'avait confiée au commissaire Jean-Paul Moreau du 8e arrondissement, j'ai immédiatement compris que quelque chose clochait dans sa réaction. Au lieu de l'ouvrir sur le champ, il l'a glissée dans un tiroir en me disant qu'il s'en occuperait plus tard. 3 jours plus tard, quand je suis retourné au commissariat pour prendre des nouvelles de l'enquête, on m'a informé que le commissaire Moreau avait été muté d'urgence à Marseille et que le dossier avait été transféré à la brigade criminelle de Paris. Une procédure inhabituelle pour une simple disparition. Le nouveau responsable de l'enquête, le commandant Sylvain Bertrand, m'a convoqué pour un interrogatoire qui ressemblait davantage à un interrogatoire de guerre. Il m'a questionné pendant 4 heures sur mes relations avec Isabelle, me demandant si elle m'avait payé pour certains services, insinuant que j'étais peut-être son complice dans une fuite organisée. Quand j'ai mentionné l'enveloppe que j'avais remise au commissaire Moreau, Bertrand a prétendu n'en avoir jamais entendu parler. Selon lui, aucune enveloppe n'était mentionnée dans le dossier de transmission, et Moreau avait oublié de signaler cet élément dans son rapport. Parallèlement, j'ai remarqué que des hommes en costume sombre surveillaient mes allées et venues. Ils se tenaient dans la rue en face de mon appartement, suivirent ma voiture quand je me rendais au travail, et j'ai même surpris l'un d'eux en train de fouiller ma boîte aux lettres. Quand j'ai voulu contacter les journalistes qu'Isabelle avait mentionnés, j'ai découvert que David Walsh était mort dans un accident de voiture à Londres le 20 décembre, une semaine après la disparition d'Isabelle, et que Maria Santos avait été réaffectée à la rubrique People de son journal. Le baron de Malherbe, ex-mari d'Isabelle que j'avais tenté de joindre pour recueillir son témoignage, a refusé de me recevoir, mais sa secrétaire m'a glissé discrètement qu'il avait quitté la France pour des raisons de sécurité et qu'il résidait désormais dans sa propriété de Suisse sous protection policière. Plus troublant encore, quand j'ai essayé de retrouver Herr Professor Zimmermann, l'historien allemand qui avait révélé à Isabelle les crimes de son grand-père, j'ai appris qu'il était mort d'une crise cardiaque dans son bureau de l'université de Hambourg le 18 décembre, à 62 ans, alors qu'il était en parfaite santé. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'étais pas face à une simple disparition, mais à une opération d'élimination systématique de tous les témoins gênants, et que ma propre vie était probablement en danger si je continuais à poser des questions. J'ai alors pris une décision qui m'a sauvé la vie. J'ai photocopié tous les documents que j'avais pu récupérer, je les ai cachés dans plusieurs endroits sûrs, et j'ai fait parvenir des copies à des journalistes étrangers, accompagnés d'une lettre expliquant que si quelque chose m'arrivait, ils devaient publier immédiatement toute l'histoire. 6 mois après la disparition d'Isabelle de Montclair, je peux enfin révéler ce qui s'est réellement passé cette nuit du 15 décembre 2023 dans la suite 614 du Plaza Athénée. Une vérité si horrible qu'elle me réveille encore en sueur chaque nuit. L'homme à la cicatrice que j'avais croisé dans le hall n'était pas un simple tueur à gages, mais Viktor Petrov, ancien colonel du FSB russe, reconverti dans les services spéciaux pour oligarques, un spécialiste des disparitions sans trace qui avait déjà opéré en Allemagne, en Italie et en Espagne. Petrov était entré dans la suite d'Isabelle vers minuit en utilisant un passe-partout fourni par le consortium. Ils avaient des complices partout, y compris parmi le personnel de direction de l'hôtel, comme je l'ai découvert plus tard en enquêtant discrètement. Le cri étouffé que j'avais entendu vers 1h30 du matin n'était pas celui d'Isabelle qui mourait, mais celui de sa révolte finale quand elle avait compris qu'elle allait être transférée dans un endroit d'où elle ne reviendrait jamais. Un cri de rage et de désespoir qui continue de me hanter. Selon mes sources, Isabelle a été endormie avec du chloroforme, puis transportée dans une caisse diplomatique russe vers un yacht privé amarré au port du Havre, une méthode d'extraction que Petrov avait déjà utilisée en 2019 pour faire disparaître un opposant politique tchétchène à Londres. Le yacht, propriété d'un mystérieux milliardaire russe proche de Poutine, a quitté les eaux françaises vers 3h du matin le 16 décembre, officiellement pour une croisière privée en Méditerranée. Mais les balises GPS se sont éteintes au large de Gibraltar, et le navire n'a jamais été revu. Isabelle de Montclair est aujourd'hui détenue dans une propriété secrète en Crimée, où elle sert de monnaie d'échange entre le consortium français et les services secrets russes, vivante mais prisonnière, condamnée au silence éternel pour avoir voulu révéler la vérité. Les preuves qu'elle avait rassemblées contre Alexandre Vernet et ses complices ont été détruites,
L'enquête officielle, classée sans suite pour absence d'éléments probants, et sa fortune de 2,3 milliards d'euros a été discrètement transférée vers des comptes contrôlés par le consortium. Alexandre Vernet a été nommé ministre des Finances 6 mois après la disparition d'Isabelle. Michel-Henri Dubois a reçu la Légion d'honneur pour service rendu à la nation, et le colonel Morin a été promu directeur adjoint de la DGSE. Les prédateurs ont dévoré leur proie et se sont partagés les restes. Quant à moi, j'ai démissionné du Plaza Athénée le 1er juin 2024, officiellement pour raison de santé, mais en réalité parce que je ne supportais plus de croiser quotidiennement les complices du kidnapping d'Isabelle dans les couloirs de cet hôtel maudit où résonne encore son cri d'agonie. Aujourd'hui, à 63 ans, je vis caché dans un petit village de Provence sous une identité d'emprunt, surveillant constamment mes arrières et sursautant au moindre bruit suspect. Témoigner de la vérité sur la disparition d'Isabelle de Montclair a fait de moi un homme traqué, mais je ne regrette rien car elle méritait que quelqu'un se batte pour sa mémoire. Cette histoire nous rappelle que dans notre monde moderne, la richesse et le pouvoir ne protègent pas toujours de la barbarie. Parfois, ils l'attirent. Isabelle avait tout. La beauté, l'intelligence, une fortune colossale, mais elle a commis l'erreur fatale de vouloir racheter les crimes de sa famille et de défier des prédateurs plus puissants qu'elle. La semaine prochaine, je vous raconterai une autre histoire tout aussi troublante. La disparition mystérieuse du prince Alessandro di Toriani, héritier d'un empire immobilier italien, qui a vanished sans laisser de traces lors d'une soirée privée sur son yacht au large de Monaco en septembre 2024. Car malheureusement, l'histoire d'Isabelle n'est pas un cas isolé dans ce monde impitoyable où l'argent et le pouvoir écrivent leurs propres règles de justice.